Bonjour ou bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur les ondes du Terre-Terre Lorrain. Il s'agit bien sûr de Radio Lorraine Enragée. François-Xavier Consolier au micro, je suis en compagnie de mon camarade Perceval. Salut Perceval. Chers auditeurs, bien le bonsoir. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir un personnage désormais connu sur les réseaux sociaux mais également sur YouTube, qui vient de lancer d'ailleurs sa chaîne YouTube. Et il vient également de donner une conférence dans le cadre du club du mercredi, une conférence sur la thématique du nihilisme. Il s'agit de Julien Rochdy. Julien, bonsoir. Salut à vous. Petite présentation de notre invité au préalable. Tu as été responsable du FNJ de 2008 à 2014, je crois. Tu as écrit un essai qui avait pour titre Le marteau d'influence nietzschéenne. Donc l'influence nietzschéenne est quelque chose d'important chez toi. Tu as également fondé l'école Major qui était destinée à aider les jeunes hommes à retrouver un peu de fou goût de pêche, si on peut dire. Tu développeras un petit peu. Aujourd'hui, tu te lances dans la métapolitique avec comme figure tutélaire ton amour de jeunesse qui est Nietzsche. Commençons par une question toute bête. Qu'est-ce que le nihilisme ? Voilà, d'abord, merci pour votre invitation. Je viens juste de finir la conférence invitée par le club du mercredi. Donc c'était très, très sympathique. Donc ça fait maintenant plus de 2 heures que je parle du nihilisme. Donc on va continuer. Alors juste rapidement sur les aspects biographiques, j'ai été directeur du FNJ seulement de 2011 à 2014, pas de 2014. Depuis 2008. Pardon. Et l'école Major, c'était pas une école pour donner aux jeunes hommes de la fougue, c'était essentiellement un think tank de réflexion sur la masculinité d'aujourd'hui et les rapports hommes-femmes, qui sont des sujets très intéressants et très actuels. Aujourd'hui, effectivement, je lance ma chaîne YouTube. Je veux faire des conférences et j'écris énormément sur tous ces sujets-là et je me sers de Nietzsche en fait comme postulat pour développer une philosophie que j'espère un peu différente, en tout cas différente de ce que l'on peut entendre aujourd'hui à droite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la conférence de ce soir est portée sur le nihilisme de la société postmoderne, et qu'en fait ce n'était pas une conférence sur Nietzsche, mais qui encore une fois utilisait Nietzsche pour mettre en avant certaines idées, et simplement parce que je reprends certaines de ses analyses que je ne peux pas m'attribuer, c'est à lui que je le dois pour comprendre le monde actuel. Donc le nihilisme, je viens d'en faire une conférence de 2 heures, donc c'est, pour être très rapide, je dirais que la définition qui est la mienne en tout cas, c'est la volonté de se suicider, c'est la volonté de mourir, à la fois à titre individuel mais de façon inconsciente, et surtout à titre collectif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est pris par cette maladie nihiliste, c'est donc une maladie plus qu'une idéologie, c'est quelque chose que l'on prend, et que l'on prend dans une société postmoderne. Mais une fois qu'on a attrapé ce rhume nihiliste, on veut mourir, sans le savoir, mais on fait tout pour s'autodétruire, et on fait tout pour autodétruire la civilisation dans laquelle nous sommes, la société dans laquelle nous sommes, les cercles collectifs dans lesquels nous sommes. C'est donc, pour moi, le symptôme de la société postmoderne et du progressisme actuel. C'est intéressant justement cette espèce de métaphore vis-à-vis du rhume. Là, tu parlais du rhume comme attraper une maladie. Le nihilisme, c'est donc ça. Tu parlais d'état psychologique, une sorte d'état d'esprit, une volonté de mourir. C'est un peu ce que décrit Nietzsche, mais on reviendra un petit peu sur Nietzsche après. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est dans l'idée, à partir du moment où on considère que nihil, si je ne me trompe pas, sa racine désigne rien. Donc à partir du moment où on est attrapé par ce virus du rien, on considère que finalement rien ne vaut, rien n'existe vraiment, rien ne vaut d'être vécu, donc autant mourir, et on se suicide, c'est bien ça. Oui, alors c'est l'une des définitions du nihilisme qui existe et qui est totalement vraie, c'est effectivement une sorte de relativisme, c'est l'aquabonisme, c'est le fait d'estimer qu'effectivement rien ne vaut rien, donc de toute façon autant mourir, ou autant se séparer de cette vie-là. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé des gamers, du monde artificiel, qui est un symptôme du nihilisme actuel. Parmi tant d'autres, il y en a beaucoup. Le nihilisme a différentes formes, mais in fine, ça revient toujours à vouloir être dans la négativité et à vouloir s'autodétruire ou se couper à ce point du monde que, se coupant du monde, c'est comme si l'on mourait dans le monde. Donc, des gens qui veulent vivre dans des mondes artificiels, dans le monde comme je parlais des jeux vidéo, ce genre de choses, sont nihilistes parce qu'effectivement ils estiment que le monde actuel ne mérite plus, donc la réalité, le concret, le monde le quotidien ne mérite plus d'être vécu. Donc oui, c'est effectivement un des symptômes du nihilisme postmoderne. Dans la perspective nietzschéenne, Nietzsche a une idée forte, et en tout cas on l'a beaucoup retenu pour ça, c'est
c'est la mort de Dieu, c'est un monde sans Dieu. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit fil vis-à-vis de la pensée nietzschéenne, et d'autres que tu as aussi évoqués, comme Dostoïevski, l'auteur russe. Est-ce que tu peux nous faire un petit fil quant à cette idée de monde sans Dieu? Quel est le lien entre le nihilisme et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, étant donné que nous vivons dans un espèce de laïcisme effréné sur absolument toutes les questions, où finalement ne subsiste que le matériel au détriment d'une certaine spiritualité, comment faire le lien entre monde sans Dieu et nihilisme? Simplement, ça c'est Nietzsche qui nous explique qu'une fois passé la mort de Dieu, c'est-à-dire l'affaiblissement de la notion de Dieu dans les consciences européennes, le fait qu'il devienne moins important et que la religion ne guide plus la vie comme elle a pu la guider l'homme européen dans le Moyen-Âge, par exemple, bien du coup, on perd son sens. C'est Hölderlin qui disait que c'était un homme qui s'insignifiait, c'est-à-dire l'insignifiance de l'homme. Parce que Dieu, et donc la religion chrétienne, nous intimait des ordres et donc un sens à l'existence. On devait vivre sur terre pour être un bon chrétien, pour atteindre le paradis. Donc nous avions une sorte de but, nous avions une finalité à l'existence humaine. Mais du moment que l'on se met à penser que Dieu n'existe plus, que Dieu est mort, que l'on est athée, ou que l'on n'y pense plus tous les jours, comme on pouvait y penser lorsque nous étions vraiment zélés dans la religion, eh bien, simplement, on se regarde, on n'a plus qu'à se regarder dans le miroir et se demander qu'est-ce qu'on fout sur cette terre. Et vu que la majorité de la population attend qu'on lui donne un sens, que le sens à leur existence leur soit donné d'une autorité supérieure, quand cette autorité supérieure disparaît, nous avons affaire à des millions de personnes qui sont complètement turbides, qui ne savent plus dans quel sens aller, précisément parce qu'ils sont devenus insensés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans Nietzsche, dans le Gai Savoir, Nietzsche fait dire à un insensé, il l'appelle l'insensé, ce fameux mot « Dieu est mort ». Celui qui dit que Dieu est mort est un insensé au sens qu'il n'a plus de sens. Et quand tu n'as plus de sens à vie, que tu ne sais plus pourquoi tu es sur cette terre, et bien là commence le phénomène nihiliste dans ta tête, tu te dis à quoi bon vivre? Et même si d'ailleurs tu ne te le dis pas, et c'est là quelque chose qui est terrible, en fait, qui est encore plus tragique, c'est que même lorsque c'est un phénomène inconscient, eh bien lorsque c'est un phénomène inconscient, excusez-moi, c'est encore plus terrible et encore plus tragique, parce que au fond de toi, tu ne sais plus pourquoi vivre, donc tu veux mourir mais tu ne le sais pas, mais donc tu vas commencer à avoir des idées et à adopter des idéologies et à croire à des choses dont la finalité est de te tuer. Mais consciemment, toi, tu ne sais pas que tu veux mourir. Le progressiste qui est antiraciste, pour l'immigration, pour l'égalitarisme, pour l'émancipation, pour tout ça, lui, quand tu lui demandes, il n'a pas l'impression qu'il veut se tuer, mais il n'a pas conscience que toutes ces idées-là ont comme finalité sa propre mort, sa propre négation, et il a ce désir-là parce qu'au fondamentalement, au fond de lui, il n'a plus aucun sens. Parce que là, on dresse comment dirais-je, la définition idéologique, en tout cas philosophique de la question, mais tout ça, tu commençais à l'évoquer, ça se vérifie dans les faits, enfin, en tout cas actuellement, en 2019, mais depuis longtemps, ça se vérifie, tu as donné des exemples avec le féminisme, ce qu'on appelle les social justice warriors, une certaine écologie assez mortifère, qui nous pousse à nous, morbide, qui nous pousse à nous tuer. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Oui, mais je prends l'exemple de l'écologie, c'est extrêmement intéressant. Enfin, comme exemple, à titre heuristique. Ouais. Il y a l'écologie nihiliste, où on voit bien qu'en fait, ce sont des gens qui veulent en finir avec eux-mêmes et qui se cherchent des prétextes pour cela. Et en fait, ce qui est fondamental chez eux, c'est pas qu'ils soient écologistes, c'est qu'ils soient nihilistes. Et ils vont utiliser l'écologie comme vecteur de leur nihilisme. Et donc, ce sont tous les gens qui disent il faut en finir avec la civilisation occidentale, il faut arrêter de faire des enfants, il faut faire des vasectomies, voilà. Tous ces gens-là, en fait, ce qui est fondamental et premier chez eux, c'est le nihilisme. Il se trouve qu'on est à une époque où l'écologie est à la mode, donc ils s'accrochent à cette mode, en fait, ils sautent dessus. Mais ils sont pas plus écologistes en réalité que, enfin, je sais pas, c'est pas ce qui est important chez eux. S'il y avait une autre mode intellectuelle qui pouvait les amener à se supprimer, ils sauteraient dessus, en fait, de la même façon. Aujourd'hui, il se trouve que c'est l'écologie et c'est super. Le monde court à la catastrophe. Arrêtons de faire des enfants et détruisons nos civilisations. Waouh, super. Là, ils sautent dessus. Mais il y a un écologisme qui est l'inverse du nihilisme. C'est de dire au contraire, moi, c'est parce que je veux faire des enfants que je veux soigner la terre et m'occuper de la nature. C'est tout à fait différent en termes de motivation, en termes de déterminisme. Et donc là, j'utilise cet exemple parce qu'il est parlant. Vous avez donc l'écologisme nihiliste et vous avez l'écologisme positif, vivant.
Et dans l'écologisme nihilisme, vous pouvez totalement voir, vous le voyez d'ailleurs à la gueule des gens qui y vont, vous pouvez totalement voir que ce qui parle en eux, c'est le nihilisme, et l'écologie n'est juste un prétexte pour s'auto-supprimer. On remarque aussi que ça s'incarne, donc on l'a dit, l'écologie c'est un très bon exemple, mais également au niveau politique. Quand je dis politique, tu parlais de valeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France ne s'explique que par des valeurs, ne s'explique plus par l'histoire, ne s'explique plus par ce qu'elle a incarné pendant des siècles et des siècles. Parce que, après, est-ce que la France est une construction ? Oui, on pourrait se lancer là-dedans, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, on nous parle de valeurs. Tu parlais de la France, mais également de l'Europe. Plutôt, on va dire de l'Union Européenne plutôt que de l'Europe d'ailleurs. Est-ce que tu peux aussi revenir là-dessus ? Simplement, l'un des symptômes nihilistes, c'est le fait d'arrêter de se définir par son corps, c'est-à-dire par les choses existantes, les choses réelles, le concret, pour commencer à ne se définir que par des valeurs abstraites, que par des notions abstraites, des entéléchies, des choses qui existent que dans le monde pur et éthéré des idées. À partir du moment où vous faites ça, vous entrez dans un processus qui dénie votre corps. Et quand vous déniez votre corps, c'est comme dans la vie, dans l'existence humaine, quoi. Si vous commencez à oublier qui vous êtes matériellement, corporellement, si je puis dire, vous finissez par vous faire crever de faim et vous finissez par mourir. Si vous déniez à votre corps son existence, en général, ça finit mal pour vous. Et bien, quand vous regardez donc cette analyse à titre individuel, si vous l'appliquez à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle française, vous comprenez ce qui se passe en fait à notre civilisation. Parce que l'Union européenne passe son temps à ne vouloir se définir que par des idées et des valeurs, tolérance, l'ouverture au monde, le progrès, la démocratie, que des choses qui ne sont que des choses abstraites. Et la France, c'est pareil. La France, c'est plus les Français, c'est plus la fille aînée de l'Église, c'est plus des terroirs, c'est plus tout ça, c'est les valeurs de la République. Mais les valeurs de la République, c'est bien joli, mais ça n'existe pas. C'est un mot. Ça n'a aucune existence réelle, les valeurs de la République. Mais l'État et notre président et nos présidents depuis maintenant des dizaines d'années ne définissent la France plus que comme ça. Et ben dans cette perspective-là, il est normal que la France crève, parce que sa définition, c'est autre chose que de pure valeur. Voilà, vous faites le lien à titre individuel, à l'échelle collective, c'est la même chose. C'est finalement ce que tu recommandes, entre guillemets, on va y arriver, mais c'est une forme de ce qu'on appelle le vitalisme. C'est revenir à la vie, être traversé par un sentiment de vie, par une pulsion de vie, plutôt que par une pulsion de mort. Oui, on peut l'appeler le vitalisme. C'est un retour au corps, retourner aux choses réelles de la vie, au concret. C'est à titre individuel. La France, oui, c'est qu'est-ce que c'est réellement. Perceval, tu avais une question. Justement, tu disais tout à l'heure en citant Nietzsche, que le mal est la meilleure des essences pour finalement agir, mais tu disais aussi qu'on ne peut pas seulement agir en opposition à et en pure négativité. Il nous faut aussi un esprit positif pour se défendre quelque chose, défendre la vie, défendre la famille, les enfants, etc. Comment justement, quelle est ta source, quelle est pour toi la source de laquelle on peut repartir pour justement poser les bases d'une philosophie de vie, et surtout seulement une philosophie des idées, pour concrètement vivre en opposition à ce mal nihiliste. Alors oui, ce sont des travaux sur lesquels aujourd'hui je m'astreins, et c'est la question que tu poses est absolument fondamentale. Maintenant, moi je dirais, juste pour spoiler un peu, je dirais qu'on peut on peut et doit se concentrer sur la biologie, sur le corps, sur la génétique. C'est la base sur laquelle on pourra retrouver justement ce que notre essence. Et quant à la création d'un monde qui soit gorgé de positivité, je pense qu'il faut, là je suis à la fois nietzschéen et aussi à la fois je retourne à la biologie, je pense que ce qui détermine l'espèce humaine dans sa supériorité et dans son exception, c'est la capacité à la création. C'est-à-dire qu'un monde qui soit dévolu à la création, qui permette de libérer l'être humain de l'aliénation du travail dans lequel il a pu être un peu trop, qui l'a transformé en bétail domestiqué, qu'on revienne à la valorisation de création artistique, création philosophique, création scientifique, que l'on puisse justement donner à l'homme ce qu'il a fondamentalement en lui d'un point de vue génétique, en tout cas pour ce qui est de l'humanité européenne,
cet aspect de création, une société, une civilisation tout entière tournée autour de l'idéal créateur, et dans le respect de ce que nous sommes génétiquement, c'est-à-dire et de la nature, parce que c'est très important, on est capable de créer que par le respect de la nature. C'est Léonard de Vinci qui disait « Va dans la nature, va tirer tes leçons de la nature, c'est là qu'est notre futur ». Léonard de Vinci n'est pas n'importe qui, ça veut dire absolument tout. Donc voilà, c'est un monde qui saura articuler la nature, qui est liée totalement à notre génétique si on en croit à l'évolution, et porté dans un idéal créateur. Je pense qu'une Europe pareille deviendrait un jardin des Hespérides et serait un monde dans lequel on aurait encore envie de faire des enfants et d'être dans une positivité tout à fait claire et nette. Pour rebondir là-dessus, ça c'est une thématique à laquelle on est assez attaché à Radio Lorraine Enragée, c'est la thématique du localisme. Est-ce que dans la voie localiste, on peut retrouver justement un moyen de se réancrer dans le réel? Est-ce que finalement, avant de s'intéresser au monde, il ne faut pas d'abord s'intéresser à ce qu'il y a à côté de chez soi? Et est-ce qu'on peut retrouver cette positivité en se réenracinant dans son territoire, dans sa localité, et voilà, en s'intéressant d'abord à ce qui se passe autour de chez soi? Absolument, je suis tout à fait localiste, anarcho-localiste même dans la société actuelle. Je pense que c'est tout à fait un moyen de se reconnecter à sa génétique, c'est-à-dire et à la nature, ce qui va avec pour moi, et de se reconnecter au corps, au réel. C'est effectivement de commencer, plutôt que de vouloir disons changer le monde et essayer de faire en sorte qu'il ne me change pas, c'est la fameuse phrase, c'est de se concentrer sur les petites choses autour de soi, sur le réel, faire ce grand retour au réel. Et c'est tout à fait, c'est le combat essentiel à petite échelle que l'on peut mener. C'est absolument essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu disais que finalement dans le monde prémoderne, la source positive c'était Dieu. Et le but du chrétien étant l'avènement du royaume de Dieu. Est-ce que justement, alors là c'est une question vraiment très personnelle, est-ce que parfois, tu côtoies beaucoup de chrétiens, est-ce que parfois tu n'es donc pas chrétien, hein, mais est-ce que tu n'as jamais eu le désir justement d'avoir la foi pour retrouver en fait cette source, ce moteur qui a fondé notre civilisation? Alors, elle n'a pas fondé notre civilisation. La Grèce se portait très bien 5 siècles avant l'avènement du Christ. Mais moi, je suis chrétien. J'ai été élevé par les bonnes sœurs, j'ai suis baptisé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis vraiment un pur enfant du catholicisme français. Maintenant, disons que je suis plus agnostique, si je devais me définir, voire païen, pour certains, au sens où je respecte la nature, absolument. Après, sur le besoin de Dieu, j'ai un ami qui est un ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Je ne sais plus quel est son titre ecclésiastique aujourd'hui, mais c'est un monseigneur, je ne dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Il m'a dit un jour, Julien, tu es trop intelligent pour ne pas redevenir chrétien avant ta mort. Parce que les chrétiens me disent tous. Alors je trouve ça rigolo et j'ai souvent des débats avec eux, c'est marrant. Moi, ils savent que je les respecte absolument parce que je viens de là et on n'entendra jamais de ma bouche un mot violent à leur égard. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai leur amitié. Maintenant, à titre personnel, parce que ta question est donc personnelle, est-ce que je ne serais pas plus heureux avec le secours d'un Dieu et de la foi? Sans doute. Sans doute. Mais j'espère, si Dieu est là et nous observe, j'espère qu'il me sera gré de ne pas comment dire, avoir rejoint sa maison juste parce que j'avais besoin d'un toit. Bon, ben voilà. Je crois que ça c'est une excellente conclusion. Donc, vous l'avez compris, chers auditeurs, ne pas se contenter de rien, ne pas se contenter du nihilisme, ne pas se focaliser sur des postures qui peuvent nous conduire au malheur, à la dépression et finalement à la mort, puisque n'est-ce pas la seule issue dans ce monde postmoderne devenu complètement fou, qui est que la vie ne vaut pas d'être vécue. Donc autant mourir en souriant. Je fais écho d'ailleurs à la petite anecdote que tu as donnée en début de conférence à propos du Joker, ce film qui est sorti récemment. Oui. Et finalement, c'est un peu ça. Mais en souriant à la vie. En souriant à la vie. Eux, ils sourient de dépit. Oui. C'est pas pareil. Hein. Ouais. Sourire à la vie, oui, mais pas le rire du Joker, surtout pas celui-là. Donc, surtout pas celui-là. Bien, merci Julien. Merci à vous les gars. Pour ton intervention. Merci à mon ami Perceval qui était avec moi ce soir.
Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Je les invite à partager ce son et à nous soutenir sur tous les réseaux parce que nous sommes dessus et à nous aider si vous en avez la possibilité en allant sur notre page Tipeee. Je remercie également les tipeurs qui nous aident d'ores et déjà. Je vous dis... Qui mettent de l'essence dans le moteur. Qui mettent de l'essence dans le moteur et qui nous donnent du beau sourire. Voilà. Pas celui du Joker, mais du beau sourire. Et donc, comme le disait le menhir, la vie commence toujours demain et je vous dis à la prochaine. Voilà, je trouve qu'on devrait plutôt demander aux personnes qui veulent des enfants pourquoi ils en veulent, étant donné que d'un point de vue extrêmement logique, nous venons au monde sans enfants. Pourtant je suis de gauche, hein. Vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Vous n'êtes pas un homme, Ah non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Je suis une blanche privilégiée, traîtrise. J'en ai ras-le-bol, c'est une fumée. Dans tous les quartiers où il y a un problème d'espace, où il y a une concentration de personnes qui restent à la même place toute la journée, il y a des violences à l'encontre des femmes. On pourrait élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus de place et qu'il n'y ait pas de cohue dans ces endroits-là. On pourrait aussi mettre de l'éclairage pour faire en sorte que quand on circule dans la rue, il n'y ait pas de coins sombres. Enfin, pour moi, vous voyez, tous les gens sont de droite, globalement. Pour moi, les gens de gauche, ça n'existe pas. Pour une raison, vous en connaissez, vous, des gens de gauche, qui à la chute du mur de Berlin se soient enfuis à l'Est?